Respirer la vie. Fleur, tu es ma vie, la vie est belle. À Bruno, mon grand-père. Je suis tout à fait d'accord avec les qualités de ton projet qu'a souligné le jury et trouve sa radicale simplicité aussi juste qu'élégante. Rémi L., architecte, mon soutien indéfectible pendant mes années d'études. Préface. Du haut de la falaise. Pendant de nombreuses années, toutes les nuits, je faisais le même rêve. Il revenait avec la précision obstinée des choses qui ont quelque chose à dire. Net, détaillé, identique à lui-même, comme si chaque nuit en était la première et qu'aucun détail n'avait le droit de s'user. Un paysage de tempête, le vent qui souffle avec cette violence particulière des vents de mer, celle qui ne fait pas de bruit mais qui plie tout. La mer houleuse, fracassée contre les rochers, dans un grondement sourd et continu. Ce bruit qui ressemble à une respiration trop grande pour un seul corps. Le ciel gris chargé de nuages sombres et lourds qui roulent les uns sur les autres comme s'ils portaient quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à déposer. Et moi, debout sur la falaise, au bord du précipice, bien droite, les yeux sur les vagues, je ne tremblais pas. Je regardais. Puis, il y avait un homme. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite. Il était là depuis le début, peut-être, mais le rêve ne me le montrait qu'à ce moment précis, comme si j'avais eu besoin d'être prête. Il me tournait le dos, face à l'horizon, immobile dans le vent. Et puis, il se retournait. Il s'avançait vers moi lentement, et son visage se révélait par fragments, comme une image qui se développe dans un bain chimique. D'abord flou, puis de plus en plus net, jusqu'à ce sourire que je ne reconnaissais pas et qui me semblait pourtant familier d'une façon qui précédait la mémoire. Il me disait qu'il m'attendait, depuis longtemps. À sa voix, quelque chose en moi le reconnaissait, non pas comme on reconnaît quelqu'un qu'on a connu, mais comme on reconnaît quelque chose qu'on a été, ou qu'on aurait pu être, dans une autre vie, dans une autre langue. Je soufflais son nom comme on souffle une bougie ou une prière. Tom. C'est à ce moment-là que j'entendais les hélices. Ce son-là, je le connaissais. Je l'avais entendu dans un documentaire en noir et blanc qui tournait en boucle à la télévision. Des images de la guerre du Vietnam que le régime diffusait pour maintenir son emprise sur les esprits et les corps. Le bruit d'un hélicoptère militaire n'est pas un bruit ordinaire. Il ne passe pas. Il s'incruste. Il saccade l'air en petits morceaux réguliers et entre dans la chair et dans les os et dans quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui n'a pas de nom anatomique. Je levai les yeux. L'hélicoptère était là, au-dessus de nous, dans le ciel gris. L'homme tenait une arme, il la pointait dans ma direction. Je ne reculai pas. Je ne détournai pas les yeux. Je le regardais avec ce calme particulier qui vient parfois dans les rêves, cette façon d'accepter ce qui arrive sans avoir renoncé pour autant. J'inspirais. Pam! Et je chutais. Mon corps basculait dans le vide, traversait l'air froid, sombrait dans les vagues glaciales. La mer se refermait au-dessus de moi. Avant de sombrer complètement, il avait dit un mot, un prénom qui n'était pas le mien. Sarah. Pendant longtemps, j'ai cru que ce rêve était une prémonition, quelque chose qui annonçait ce qui viendrait. Une mort, un danger, une catastrophe dont la forme exacte m'échappait encore. C'est Pascal qui m'a ouvert les yeux. Pascal avec ces mots qui se jetaient dans le flot de la conversation comme des encres, comme cette façon qu'il avait d'aller chercher ce qui se cache sous ce qu'on dit. On parlait, et soudain quelque chose a cliqué dans ma tête, nettement, irréversiblement, comme une serrure qui cède après des années. Tom. À l'envers, ces mots. Mon rêve ne parlait pas de mort. Il parlait du langage, de ma première langue, le vietnamien, perdu à 5 ans sur le tarmac d'un aéroport, dans un avion qui m'emmenait vers une vie que je n'avais pas choisie. Cette langue qui s'était évaporée progressivement, mot par mot, jusqu'au silence. Le premier mot que j'avais prononcé devant mes parents adoptifs était « mes bails », avion en vietnamien. Mon premier mot en France était le mot du départ.
Et le coup de feu, c'était l'arrachement. La noyade, c'était l'inconnu, tout ce que je ne comprenais plus, tout ce à quoi je n'appartenais plus, cette mer de signes et de sons dans laquelle j'avais sombré sans savoir nager. La mer houleuse, c'était la langue perdue elle-même, ces vagues incompréhensibles se fracassant contre moi. Ce rêve, ce n'était pas une prémonition. C'était la mémoire d'un événement que mon esprit d'enfant n'avait pas pu traverser autrement qu'en le transformant en image, en symbole, en récit nocturne répété jusqu'à ce que quelqu'un des décennies plus tard m'aide à le lire. Et Sarah, ce nom qu'il avait dit avant que je sombre. Sarah, en italien, signifie ce sera, au futur. Même dans la violence de l'arrachement, mon inconscient d'enfant savait déjà ce que ma tête d'adulte mettrait des années à comprendre. Ce n'était pas une fin, c'était une projection vers quelque chose qui n'existait pas encore. Une promesse que personne n'avait prononcée à voix haute, mais qui était là, inscrite dans le rêve comme un message en code que j'attendais de pouvoir déchiffrer. À l'adolescence, j'ai fini par modifier la fin, un peu comme dans Inception. Cette idée qu'on peut entrer dans ses propres rêves et en réécrire le dénouement, non pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour choisir ce qui vient après. Dans ma version, je négocie avec Tom. Il range son arme, il me tend la main, on s'accroche tous les deux à l'échelle de l'hélicoptère et on s'envole. On s'éloigne de la falaise, des rochers, des rivages amers, vers quelque chose que le rêve ne montre pas encore, mais qui existe forcément de l'autre côté du cadre. C'est pour cette version-là que j'écris ce livre. Depuis mes 5 ans, je mémorise les noms, les visages, les dates, les lieux, les détails que d'autres laissent filer sans y penser. Peut-être parce que j'ai trop perdu, trop tôt, et que la mémoire est devenue ma façon de tenir ce qui part, de garder entre mes mains ce qui autrement s'évaporerait, ce qui disparaîtrait comme une langue disparaît quand plus personne autour de nous ne la parle. Ma plus grande peur, ce serait d'avoir un jour la maladie d'Alzheimer, de perdre à nouveau tout ce que j'ai reconstruit, de redevenir quelqu'un sans passé, sans accès à sa propre histoire, comme si l'avion décollait une seconde fois et qu'il n'y avait plus rien en dessous. Alors j'écris, pour ne rien perdre, pour tout transmettre, pour la petite fille qui se tenait au bord de la falaise dans le vent et qui méritait qu'on lui tende la main, qu'on reste auprès d'elle, qu'on lui dise que ce qu'elle portait avait un sens, que sa mémoire était précieuse et que son histoire valait la peine d'être racontée. Ce livre est le témoignage de cette mémoire qui a subsisté malgré tout, malgré l'arrachement, malgré la langue perdue, malgré les deuils et les départs et les recommencements, pour que cet arrachement subi compte, pour qu'il ait servi à quelque chose, pour Tom et pour Sarah, ce qui sera.